Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Mot à mot avec vous, Mickaël Despaloles, Le Jardin des 7 crépuscules, c'est publié chez Zulma, ça fait 1000 pages, et on est très heureux d'avoir, nous Français, en main ce livre. C'est la première fois qu'il est complètement traduit en français chez Zulma. Et c'est la première fois que vous êtes traduit en français, puisque vous êtes né en 1953, vous êtes catalan, Barcelone est votre ville de référence, et derrière vous, si j'ose dire, il y a au moins 60 livres, il y a de la poésie, il y a des essais, il y a des romans, dont celui-ci, qui est sans doute fondamental dans votre œuvre. Et je voudrais qu'on, dans ce mot à mot, on parle d'abord un peu de vous, qu'ensuite on évoque ce livre-là et la littérature en général, telle que vous la concevez, et puis aussi un mot sur l'Espagne. Mais avant toute chose, quand on sort de ce livre-là, je ne vais pas dire bouleversé, mais profondément marqué par, sans mauvais jeu de mots, la qualité et la précision de vos histoires, parce qu'il y a plusieurs histoires qui se chevauchent, qui sont enchâssées. Et la première question que j'ai envie de vous poser, je me suis dit, j'ai mon plaisir de lecteur, mais quel est votre plaisir d'écrivain ? Parce que ça m'arrive rarement d'avoir envie de demander aux écrivains que je reçois, est-ce qu'ils ont pris du plaisir ? Et est-ce que vous avez pris du plaisir à écrire ce livre? Et quel type de plaisir et comment? Je suis très heureux aussi d'être ici. Ça, c'est mon premier roman. J'écris avant des livres de poésie. Alors, j'écris ce livre à un moment où il était la mode dans l'Espagne, dans la Catalogne, des livres courts, de la littérature pour être lu très vite. Rapidement. Et ça, c'est un livre écrit contre-courant, contre le courant, contre l'opinion du tout. Alors, je n'avais pas aucun espoir de voir ce livre publié pendant que je l'écris. Et alors, c'est effectivement un livre écrit pour mon plaisir. J'ai écrit ce que je voudrais avoir lire. Et avec une désinhibition complète sur la condition et sur les compromis historiques, culturels, convaincus que ce livre, c'est seulement pour moi. Et alors, il y a eu un hasard, un ami éditeur m'a dit « Montre-moi ce que tu fais ». Et je dis « Mais c'est une folie, c'est 300 personnages et beaucoup d'histoires et une structure avec des inhibitions très, très compliquées ». Il m'a dit « Il ne fait rien, donne-le-moi et je verrai ». Et alors, il a édité, voilà. Et il a édité en 89 ? Oui. 1989, vous l'éditez en catalan. Je l'écris en catalan. Vous l'avez écrit en catalan, oui. Hein, vous êtes catalan. Oui. Et quelques années plus tard, il sera traduit. Traduit, oui. En castillan. Est-ce que c'est structurant pour Mickaël Despaloles d'être catalan? Ça, c'est difficile. Parce que la question de l'identité est présente partout dans vos livres. Ça, c'est difficile de dire ça pour moi. Je me vois comme ce que je sais. Être catalan est une circonstance et je n'imagine aucun autre. Alors, si vous me demandez si j'ai fait de ça une question politique, une question idéologique, maintenant peut-être. Peut-être parce que les choses, comme vous savez, dans l'Espagne et dans la Catalogne, sont un moment difficile et conflictif, et peut-être historique. Presque indépendantiste. Oui. Mais dans le moment de ce livre écrit,
Non, pas du tout. Je l'écris en catalan simplement pour que c'est mon... C'était vous. C'est moi, exactement, oui. Vous avez un père et un grand-père qui étaient des artistes, même, qui étaient poètes. Vous-même, vous avez fait des études d'architecture. Ça aide d'être architecte quand on fait ce type de livre, parce qu'on peut penser par exemple au dessin d'Escher, dans la manière dont le lecteur est en permanence trompé. Pas sur la marchandise, parce que la marchandise littéraire est là, mais trompé sur la manière de faire le récit au travers des 100 personnages qui peuplent votre livre. C'est possible, mais je crois que la structure d'une maison, d'un édifice, est différente de la structure d'un livre et d'une histoire. Je crois que ma formation comme architecte se voit plus dans quelques descriptions ou dans quelques éléments qui sont dans le livre, pas dans la structure du livre, qu'il est d'auteur ou des autres choses, peut-être plus proche à la musique qu'à l'architecture. Dans mon intention, dans mon pensée. Belle musique. Toujours pour essayer de vous cerner, vous vous êtes qualifié à un moment de poète underground. Vous êtes né en 1953, donc vous aviez 20 ans et Franco était encore là. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un poète underground sous Franco? Doublement underground. Oui, tout à fait. Mais il y a quelques mythes sur ça. Parce que la dernière année de Franco, il y avait, d'une façon incouverte, il y avait une certaine liberté. Déjà. Pas dans la vie publique, mais les jeunes de ce temps, nous sortons dans la nuit et nous faisons des choses, non des grandes exhibitions publiques, mais il y avait déjà un fort sens de liberté dans la jeunesse en ce moment, oui. Et tout ça, quand Franco est mort, ça, il y a une explosion, mais une explosion dans l'extérieur. Dans l'intérieur, ça était déjà là. François Michel Durazo, c'est un type bien. C'est votre traducteur. Oui, c'est mon traducteur. Et on le salue pour la qualité de sa traduction, enfin on l'espère en tout cas. Et on va parler de ce livre, mais par rapport à l'actualité, on est à l'ère atomique et Barcelone est détruite par... on sait ça exactement, s'il était détruite. On dit qu'il est en train d'être détruite. Première alerte atomique de son histoire, et vous parlez d'hécatombe. C'est dans la première phrase. Et donc, un certain nombre de personnes vont se retrouver dans un lieu isolé, protégé, d'un luxe inouï, phénoménal, intellectuel et matériel, et vont essayer de raconter une histoire en 7 jours, 7 crépuscules. Bon. Et je lis simplement la première phrase parce que je trouve qu'elle évoque bien des circonstances actuelles. Deux phénomènes opposés étaient principalement à l'origine du chaos. D'une part, l'avalanche sanglante et famélique de Français, mais aussi dans une moindre mesure de Britanniques et de Belges, survivants d'une catastrophe qui semblait avoir pris une telle ampleur que lorsqu'on avait tenté de l'endiguer, toutes les ressources mises en œuvre s'étaient révélées insuffisantes. C'est étonnant comme ça fait écho. Ces Français, ces Belges-là pourraient être nos Syriens et nos Irakiens, ces réfugiés-là. Voilà pour le clin d'œil. 100 personnages, des récits différents, des époques différentes, un château isolé dans la montagne qu'on a du mal à rejoindre, un jardin dans lequel les arbres sont le reflet d'Orion, la constellation. Et aussi les personnages qui parlent. Et aussi des personnages. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle profusion de possibilités et de récits? Vous êtes multiples, et votre texte est multiple, et pourtant il s'agit d'une histoire. Il y a une banque, il y a un bijou, il y a un Oméga,
qui est le Deus ex machina, enfin qui est en tout cas le grand organisateur ou le grand complotiste de cette affaire. D'où vous vient cette désinhibition, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous avez écrit ce livre en étant sûr de ne pas être publié, donc en étant parfaitement désinhibé. Vous êtes fou? Peut-être, peut-être. C'est une possibilité que je ne descarte pas ça. Alors, mon idée, c'est de faire un livre d'histoire indépendante, qu'ils ont une raison d'être, chaque histoire en soi-même, mais que l'ensemble fait aussi une grande histoire. Alors, on a dit que la référence de ces mécanismes, c'est Boccaccio et le Décameron, ou peut-être les Mille et une nuits. Mais je crois que les références plus proches, c'est le manuscrit trouvé à Saragossa, du comte Potocki, en ce sens. C'est le manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki, hein, oui, c'est ça? Oui, oui. En le sens que l'important, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Alors, l'histoire du banquier Mir, c'est un paragraphe du King Lear shakespearien. Il n'est pas un roi avec 3 filles, et c'est un banquier avec 3 héritiers. 3 héritiers. Un banquier, 3 héritiers. C'est l'œuf initial à partir duquel sort toute l'histoire. Et je vais remarquer aussi qu'il y a un autre précédent intéressant pour moi, évidemment, que c'est les 120 journées de Sodome de Sade. Aussi dans un château isolé, Schilling, le château de Schilling, avec un élément qui m'intéresse beaucoup, que c'est l'idée de quelques personnages qui racontent des histoires, et après ces histoires sont réalisées par les gens qui les écoutent. Alors, un moment, j'ai essayé... En même temps, excusez-moi, mais quand vous parlez des 120 jours de Gomorrhe, quand vous parlez de Sade, on n'est pas du tout, on n'est pas dans ce registre-là. On est plutôt pas du tout dans la perversion, quoique, mais en tout cas, on est plutôt chez les cols blancs. On n'est pas dans une perversité. Il y a quelques histoires. Il y a quelques histoires. C'est vrai que faire brûler un voleur dans la cheminée de la maison de campagne, c'est pas évident. Mais et les gens qui ont les chèvres et les ovelles dans la montagne, il y a quelque chose un peu sadien, oui. Ouais, donc vous êtes fou, sadique. Et quoi d'autre? Je crois que Sade est un grand philosophe. Je l'aime beaucoup. Je crois que peut-être un précédent de Nietzsche, Sade, oui. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que dans ce livre, vous avez voulu refaire le monde? Non, pas du tout. J'ai seulement l'intention de réfléchir, de faire la réflexion d'un certain monde idéal. Peut-être le monde que je voudrais qu'il était le réel. Mais je n'ai aucune aspiration rédemptoriste. Comme vous devez l'avoir compris, Cross était une sorte d'idéaliste, un gentleman épris d'images romantiques. Il est fort peu probable qu'il ait soutenu une cause étrangère à ses intérêts matériels sans une raison sentimentale, patriotique ou doctrinale. Le fait est que les colonnes ont appris que la banque Mir finançait des mouvements que le parti au pouvoir considérait comme subversifs. La banque avait organisé un réseau de sociétés écrans pour financer des activités déstabilisatrices et terroristes, pour utiliser les termes à la mode de cette époque. Il ne manquait plus que la chose la plus difficile dans ce type d'enquête, fournir des preuves. Qu'est-ce que c'est que cette banque? Qu'est-ce qu'elle incarne? Il y a le patron de la banque, il y a les 3 successeurs, donc il y a du Shakespeare, donc il y a de la tragédie, donc il y a du drame, et parfois violent dans notre dimension sadienne. Mais qu'est-ce que c'est que cette banque? Pourquoi est-ce qu'elle est à ce point centrale? Il y a l'idée que le grand pouvoir, le Big Brother, comme vous voulez le dire, n'est pas unique.
que c'est une idée de dire il y a quelques gens qui mouvent tout et qui sont dans l'ombre et que nous ne savons qui sont. Et il y a quelques idées peut-être romantiques ou baroques, utopistes, de nouveau, qu'il y a des dissensions dans ces pouvoirs occultes. Alors la Banque Mur peut être un de ces éléments des dissensions. Que la possibilité que les grands systèmes fassent implosion dans soi-même, non dans l'extérieur. Parce que l'expérience montre comme tous les gens qui ont été essayés de détruire le pouvoir, seulement on a eu deux solutions. Ou être détruit soi-même, ou savoir intégrer dans ce pouvoir. Et j'ai ici essayé une troisième alternative. Pourquoi est-ce qu'on est dans une... Est-ce que c'est une... Enfin, ce pouvoir que vous décrivez, c'est pas le pouvoir de façade. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans une démocratie des gens qui sont au pouvoir, des partis politiques, et c'est la finance derrière qui a, avec ses tentacules... C'est une évidence. Mais c'est une évidence, je suis d'accord avec vous, c'est une évidence. Mais en même temps, tous ces nobliaux, tous ces nobles que vous décrivez, que vous faites parler, il y a assez peu de pauvres dans votre texte. Est-ce qu'il y a une forme... Est-ce que, finalement, comment dirais-je, la délivrance peut venir de l'aristocratie ou de l'aristocrate éclairé? Est-ce qu'il y aurait une utopie de l'aristocratie? Peut-être c'est mon désir, ou c'est mon espoir qu'il était quelque chose comme ça. Il y a un personnage, que c'est Ficinos, qui a une origine très bas. Oui, mais tellement intelligent. Oui, mais il est un bandit pauvre, et il devient un illustré riche, et il finit comme un bandit riche. Alors il fait les tours complets. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une amie qui travaillait dans une presse multinationale. Il était dans la trilatérale. Et il m'a dit, d'où as-tu obtenu cette information de l'ordre de la macroéconomie et je lui dis, elle lisant le journal de chaque jour et dans les pages d'économie, et je lis un peu de, je sais pas, Keynes, gens comme là. Et il m'a dit, non, tu as de l'information réservée ici. Vous faites partie du complot. Et alors, un premier étage, j'ai dit, c'est magnifique, je fais bien. Mais la seconde étage, je vais perdre. Et qu'est-ce que j'ai dit? On va me tuer comme dans un roman de Jean Le Carré. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, qu'il a fait dire à ses amis cette chose. Mais il semble que je ne fais pas très mal l'aspect économique de leur roman. Parce que dans ce livre, effectivement, vous parlez d'économie, vous parlez de mathématiques. C'est en ce sens que je disais que il y a une dimension extrêmement philosophique, puisque vous regardez tous les secteurs de la société, l'économie, le social, etc. Et chacun des personnages, à un moment, peut avoir un regard sur le monde, qui est un regard très, très critique. Je parlais d'utopie d'aristocrate. Est-ce que c'est un livre social? Est-ce que c'est une réflexion sur la possibilité d'organiser, enfin, sinon la démocratie, du moins un système politique? Oui. Et en ce sens, ce n'est pas un livre romantique, mais c'est mieux un livre baroque. C'est une idée de ce que Leibniz appelait la identitas in varietate. Et aussi à travers du genre littéraire. Il y a l'aventure, il y a le mystère, il y a le roman des caractères, il y a l'introspection psychanalytique. Et c'est l'idée de trouver une façon de dire qui serve toujours pour tout ça. Et ce sont des différents niveaux de connaissances à la fin. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, choisis plutôt l'humour. Ce qui peut arriver de pire à un auteur, et c'est fréquent, c'est qu'on croit qu'il plaisante alors qu'il est sérieux. Il est difficile de créer une situation qui psychiquement s'adresse à tout le monde.
sans humour, on perd toute distance par rapport à soi-même. Et ce niveau d'exigence supérieure tombe dans le ridicule à la première erreur. Souvent, le message n'arrive pas à son destinataire qui réagit par le rire. C'est ce que savaient parfaitement, on le voit en tout cas dans leurs œuvres, Shakespeare et Cervantes. Mozart ne l'ignorait pas non plus, et on sait combien son œuvre prend en compte cette distance à l'insu même du récepteur, qui doit vraiment être avisé ou particulièrement attentif pour en prendre conscience. Cependant, même dans ce cas, la magie n'opère que parce que l'esprit a déjà intégré cette dimension où il s'en saisit. Et ensuite, la conversation continue avec Homère, avec la Bible. Ce livre est très plaisant, et en même temps, il est très sérieux. Vous avez réussi là quelque chose de, une dialectique entre Je pense qu'il y a une certaine idée presque bouddhiste. Les choses terribles, les choses essentielles, il faut la dire en rien. Parce que ne pas attacher, taper celui qui écoute. Il faut consentir. Oui. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre? Ensemble, 5 ans. Mais 5 ans, la majeure partie, c'est la planification et la correction. L'écriture est 1 an seulement. Et je crois qu'elle a la part moins créative et moins amusante de toutes. C'est l'écriture. Oui, c'est mais avant, il fallait... La planification, c'est un moment extraordinaire. C'est comme tomber amoureux. Et tout possible, et tu mets des grandes choses comme chat ici, ou des grands changes. Et après, quand est déjà écrit, la correction, c'est magnifique aussi. Je crois que c'est Machado qui disait le travail servent pour écrire. Et l'imagination sert pour corriger. Alors, quand vous avez déjà le texte, la correction est très amusante, très libre, parce que les choses sont déjà là. On peut faire ce qu'on veut. Le plus ennuyant, le plus fatigueux, c'est l'écriture en soi-même. Vous écrivez pour moi. Vous écrivez à l'ordinateur? Maintenant, oui. Ouais. Et avant, mais pas au stylo? Oui. C'est le temps de le stylo. L'ordinateur, en ce temps, est très embryonnaire encore. Le jardin des 7 crépuscules, chez Zulma, on dira pas suffisamment tout le bien qu'on en pense, parce que là, pour le coup, il y a quelque chose qui vous... et c'est pas du tout péjoratif chez moi, il y a quelque chose qui vous attache. On est attaché, le lecteur est attaché à ce livre. J'espère dans le bon sens. Dans le bon sens du terme. C'est un livre attachant. Comment dire. Je voudrais vous montrer quelques images et puis terminer par une question politique sur la situation de l'Espagne aujourd'hui et plus généralement peut-être de l'Europe ou des démocraties occidentales. Je voudrais vous montrer des images de 2011. Quand dans la rue, de manière non violente, un certain nombre de gens sont descendus pour dire qu'ils en avaient marre du système que vous décrivez si bien par ailleurs dans votre livre. Regardez. Ils ont bravé l'interdiction de manifester qui entrait en vigueur à minuit, à la veille des élections locales. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir sur la Puerta del Sol, la principale place de Madrid. Depuis une semaine, ce mouvement des indignés, comme on les appelle, réclame plus de justice sociale. C'est un mouvement très intéressant et qui ne fait que commencer, parce que les problèmes qu'il soulève ne vont pas être résolus du jour au lendemain. Ce mouvement des indignés dénonce la suprématie des 2 grands partis politiques espagnols. Ils protestent surtout contre la montée du chômage qui a atteint le taux record de 21% et frappe près de la moitié des jeunes de moins de 25 ans. Michael Despalol, les indignés, ça c'était en 2011, mais ça a continué. Et puis aujourd'hui à Madrid ou à Barcelone, il y a des gens proches de Podemos qui sont des élus locaux. Comment est-ce que vous regardez l'Espagne dans laquelle vous vivez aujourd'hui? Je crois qu'il y a une masse critique des gens qui n'ont pas la maison et qui n'ont pas rien de manger. L'histoire montre ça, c'est une évidence historique, à partir de laquelle les gens font les révolutions. Et je crois que le pouvoir joue avec ses limites
et nous sommes presque dans la ligne. Mais je crois, je suis très sceptique respect à Podemos, parce que c'est l'histoire de toujours. C'est toujours le même. Quand ils ont un peu de pouvoir, ils tombent dans les topics du pouvoir de tout le temps. Je crois qu'il faut que la masse critique des indignés soit plus grande pour qu'il se passe quelque chose qui vraiment tombe le pouvoir établi. Mickaël Despaloles, merci. Vous êtes en France pour Le Jardin des 7 crépuscules. C'est publié chez Zulma et c'est épatant. Merci beaucoup. Merci à vous. Je prends dans le bon sens. C'est clair. Merci. Claro. Merci. Merci à vous. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.